Bah, ceux-là, on va pouvoir les mettre dans la voiture tout de suite, ouais, pour les monter là-haut. Donc là, on est en train de démonter une vigne qu'on abandonne. Pour différentes raisons, elle est un petit peu loin de la partie principale que l'on entretient là-haut, dans la zone des plantés, c'est le village du Villard. Et en niveau comment dire, qualitatif, c'est une vigne qui est à plat, pas très bien exposée, sur un terrain assez profond, assez humide. On fait mieux du maïs même derrière que de la vigne. On a déjà un petit peu avancé les travaux, c'est pas fini, hein, ça prend du temps aussi. Hein. En dernier ressort, on prendra le treuil, le tracteur pour arracher les ceps un peu plus rapidement. Hein. On peut faire ça à la pioche, mais c'est un gros travail. Chaque année, on défriche un petit peu plus, parce qu'il faut bien se dire que c'était de la friche comme sur le côté, et tout ça c'était en friche. Donc chaque année, allez, on en enlève un peu, comme ça les gens qui se promènent voient la vigne. Pour nous, c'est aussi plus agréable. Ça éloigne les animaux, les oiseaux. Pas forcément les sangliers, les chevreuils, c'est ce qui nous ennuie. Il y a aussi des blaireaux. Mais bon, en tout cas, c'est agréable comme ça. Et puis voilà, c'est du défrichage qu'on fait chaque année. Sous cette vigne-là aussi, il y a encore du défrichage à faire. Chaque année, on grignote sur les friches. Mais il y a un bon rendu après. Quand on est arrivé ici, en fait, on a acheté parce qu'il y avait un certeau, un bout de baraque à retaper. Et surtout qu'il y avait un morceau de vigne qui était vendu avec. Et en fait, on n'était pas tellement venu avec l'idée de reprendre beaucoup plus que ça sur le secteur. Et puis en fait, on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait une déprise viticole qui était énorme sur le coteau, que c'était pratiquement la fin du vignoble d'Éton. Et que dans le secteur, on nous a même poussé à essayer de reprendre tout ce qu'on pouvait reprendre. Et voilà, à entretenir ce qui était encore entretenable. Celle-là aussi est pentue dans le bas. Hein. C'est pour ça que pour les vendanges, on travaille avec une luge tirée par le tracteur. Parce que là, ça descend bien aussi. Dans un premier temps, on a récupéré ces vignes, ce qu'on appelle en location gratuite ici, parce qu'elles sont trop petites pour pouvoir signer un bail agricole dessus. Hein. Et progressivement, quand on a pu, on a commencé à acheter quelques parcelles de terrain sur lesquelles on a replanté. Hein. Donc on a pas mal replanté depuis maintenant 8-9 ans. Je pense qu'on a actuellement aujourd'hui plus de vignes replantées que de vieilles vignes. Donc ça, en fait, c'est une vieille plantation. C'est toute la mondeuse et probablement des très vieilles mondeuses parce qu'on a estimé que les pieds, certains pouvaient avoir au moins une centaine d'années. On va la complanter avec des pieds qu'on a fait greffer chez Philippe Grisard, qui sont des pieds de vieilles mondeuses sur une autre parcelle à l'autre bout du village, qui va probablement être arrachée dans les années qui vont arriver. Et donc ils ont déjà un âge certain, en tout cas. Ils sont bien avant, bien avant l'époque du clonage en fait. Hein. C'est un patrimoine. Ça dire qu'il va donner des choses intéressantes, ça personne n'en sait rien. C'est très difficile à dire que est-ce qu'un pied comme ça ou un autre pied dans le secteur fournira un clone qui sera disponible avec les clones actuels, je crois qu'ils sont au nombre de 3 en mondeuse, ou 2 ou 3, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il fera partie d'un lot de clones qu'on pourra proposer aux viticulteurs ensuite? Ça, je n'en sais rien. D'abord, ce n'est pas vraiment de mon ressort, et ce sera après aux pépiniéristes, aux spécialistes, aux viticulteurs de juger de l'intérêt du pied en fait. Aujourd'hui, nous sommes là, chez la Biblioteca Internazionale La Vigne, pour la réunion conclusive de l'année 2012. On discutera sur la variabilité génétique des gènes de la vitis, qui est à la base de 99% de tous les vins qu'on produit aujourd'hui dans le monde. L'année dernière, on a gelé. Alors, c'est pas évident de retrouver
les bonnes bases pour la taille. On a gelé au mois de mai. C'est une année particulière. Alors nous sommes à Moulin-Vieux, un lieu-dit de Prébois. C'est le hameau, le lieu-dit où toutes les vignes familiales des villages alentours étaient implantées. Voilà. Donc il y avait ici, je ne sais pas exactement d'ailleurs, mais peut-être une cinquantaine d'hectares de vignes. Voilà. Familiales comme celle-ci qui est la vigne de ma grand-mère, qui a été plantée après-guerre par mon grand-père. Chacun avait son petit vin à la cave, quoi. Puis on l'avait toujours fait, c'était dans la famille, quoi. Tout le monde avait sa vigne, tout le monde cultivait sa vigne et était fier de le faire. D'ailleurs, il n'y avait pas que des gens de Prébois, il y avait des gens de l'Allée, il y avait des gens d'ailleurs, quoi. Des autres pays environnants. Ben, surtout parce qu'on avait un terrain bien exposé, quoi. Oui, oui. Ceux d'ici, les plus anciens, bon, il y a toujours un peu de successeurs, ils ont toujours fait leur vigne. Ceux qui ont été abandonnés, c'est plutôt ceux qui habitaient Saint-Maurice, tout ça. Là-bas, ça ne fait pas la vigne, quoi. C'est plus froid et tout. Alors, ils avaient tous les morceaux qui restent. C'était tous des gens de Saint-Maurice ou de l'Allée. Et alors, c'est eux qui ont abandonné, quoi, parce que les jeunes ne sont pas tellement restés. Là-bas, Saint-Maurice, à l'Allée, ils avaient le terrain tout plus morcelé qu'ici. Il n'y a pas la plaine, ça craint le froid et tout. Alors, les jeunes, 9 fois sur 10, ne sont pas restés, quoi. Ils sont allés travailler ailleurs, alors ils ont gardé la parcelle comme ça pour une histoire de souvenir, de je sais pas quoi. Mais autrement, ils ont tous abandonné, puis ça a crevé petit à petit. Oui. C'est beau maintenant qu'ils ont nettoyé, qu'ils ont planté, c'est magnifique. Mais c'était une forêt vierge. Non, mais... Il y avait même des pins comme ça qui avaient poussé, vous vous rendez compte? Oui, si on s'en occupe plus, ça a vite poussé, la saleté, n'est-ce pas? Ici, ça devenait de la friche, complètement de la friche. Et pourtant, on avait un super vignoble. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être un super projet de vie que de reconstruire ce vignoble. Et donc, depuis en 2000, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à lancer les premières démarches administratives. Donc en fait, moi il y avait deux solutions. Soit je m'installais en dotation jeune agriculteur, et à ce moment-là je pouvais bénéficier en priorité donc des droits de plantation, mais ça imposait, s'installer en tant que jeune agriculteur impose d'avoir des revenus dès la première année, ce qui n'est pas compatible donc avec les vignes, toutes les cultures pérennes. Donc grosso modo il aurait fallu que je fasse peut-être des pommes de terre ou du foin à côté, mais ça veut dire d'autres parcelles, d'autres matériels. Donc du coup, l'option des JA, dotation jeune agriculteur, c'était pas une option du coup. Et après, il fallait, si on pouvait donc obtenir aussi des droits en ayant déjà un noyau viticole commercial, ce qui n'était pas le cas non plus. Donc à ce moment-là, j'ai négocié, renégocié avec l'administration, et ça a duré 10 ans. Hein. Voilà. Et un jour, une personne de France Agrimaire m'a dit lors d'une réunion, un décret vient de sortir, fonce, c'est le moment. Voilà. Et donc voilà, c'était la fin de l'obligation du noyau viticole minimum pour obtenir des droits commerciaux. Et à ce moment-là, j'ai pu déposer mon dossier enfin. Et ça y est, j'ai pu planter mon premier hectare l'année passée. J'en plante un autre après la taille. Dès que j'ai terminé la taille, je plante un autre hectare en 2013. Donc. Ils disent toujours comme slogan, on est trop haut pour avoir des vignes, et pourtant nous en avons. Voilà. C'était Giono. Giono, surtout les... Ouais, c'est Giono qui a pondu ça. Ouais. Oui. Mais il faut se dire qu'il y en a qui sont encore plus hautes en France. Ah bon? On n'est pas les plus hauts. Donc là, c'est la plus grande parcelle que j'ai plantée l'année passée. Donc quand j'ai acquéri mes droits, il a fallu se retourner très vite, puisque j'ai eu mes droits donc en novembre. Enfin, j'ai su que j'allais avoir des droits en novembre, le temps de faire les papiers, etc. Novembre 2011. Donc pour planter en 2012, il a fallu aller très très vite. Donc bien entendu, il a fallu choisir les cépages. Donc moi je dois me restreindre aux cépages de l'IGP Isère. Et donc je me suis dit, voilà, je vais planter des cépages noirs. Je vais choisir déjà les plus précoces, pour m'assurer, pour me garantir une maturité, puisque effectivement, vu l'altitude, on peut imaginer que des cépages tardifs n'ont pas leur place ici, et c'est vrai. Hein.
Donc j'ai planté une grande parcelle de pinot noir. Voilà. L'homme a interagi avec toutes les variétés. Il y a une interaction de l'homme et la variété. Et l'homme, à travers les siècles, a fait des choix qui sont des choix avec les capacités qu'a l'homme d'apprécier ces cépages. La particularité de la vignette, c'est vraiment d'être encadré par des versants imposants, une pente forte, en moyenne à 30-40%. Donc c'est quand même déjà un pari que d'être arrivé à créer tout cet ensemble de terrasses, de cultures, de restanques, on dit dans le sud, qui sont ces murs de soutènement pour créer des aplats. Et on voit qu'ici on a pu tirer quand même parti de la montagne pour installer un vignoble qui est allé jusqu'à 14 hectares de superficie. Les spécialistes indiquent que sur ces 14 hectares, vu les faibles rendements qu'il y a quand même, une année bonne et l'autre non, 3 pressoirs auraient suffi. Pourtant, sur la vignette, il y a une centaine de bâtiments, dont plus de la moitié sont des pressoirs, dont la partie souterraine est un pressoir. L'ensemble des propriétaires du site résidaient sur la communauté de Saint-Martin-de-Carrière dans laquelle nous sommes. Et il y en a peu de connus parce que depuis la crise du phylloxéra à la fin du 19e siècle, la vendange, la vinification, le travail de la vigne en général ne s'est plus réalisé. Et donc les personnes ensuite ont quasiment abandonné leurs parcelles. C'est donc revenu au domaine public. La vignette est donc à 95% la propriété de la commune. Donc tout ceci nous permet d'avoir hérité de ce patrimoine qui est pour l'essentiel communal. Et donc l'association La Vignette, depuis ce temps-là, œuvre de son mieux pour rechercher les origines du site, penser à sa valorisation auprès du grand public, d'autres associations et parties prenantes, et également quelques actions de restauration, du moins de réhabilitation. Pour l'instant, en matière de viticulture à proprement parler, on tâtonne, et puis disons que la superficie qui nous est accordée est de 500 mètres carrés. Les indirects nous ont bien précisé que c'était 500 mètres carrés et pas plus, au cas où on viendrait à concurrencer quelques grands vignobles français. Lors des journées du patrimoine, des membres de l'association sont venus jusqu'au vignoble, ont constaté qu'il y avait du raisin, qui aurait permis d'obtenir, je sais pas, disons, on aurait eu environ 30 à 40 kilos de raisin. Et aujourd'hui, pour la vendange, il ne restait plus rien. Plus rien, parce que tout avait été pillé, disons, par les oiseaux. Donc, cette année, il n'y aura pas de vendange. Il faut faire des choix entre beaucoup de cépages pour voir les meilleurs et ce qui donne une meilleure interaction avec l'ambiance. C'est là. Mais beaucoup de cépages, beaucoup de variabilité, c'est une richesse. C'est une richesse et c'est la base pour faire des choix, Non? C'est vrai. C'est la base car les progrès, les futurs, se basent sur la variabilité. Sur le coteau, il est plus facile de travailler horizontalement, c'est moins compliqué qu'avec des treilles. De toute façon, il est difficile pour l'instant de faire passer des machines dans ces vignes. C'est encore trop morcelé et peu accessible. Donc on a pensé que l'échalas c'était la meilleure façon de faire. C'était comme ça d'ailleurs à une époque, il n'y a pas encore très longtemps, tout le coteau était en échalas en fait. Là c'est de la douce noire en fait, c'est ce verger conservatoire là, qu'on a organisé en 2010. Et donc on a grandi de quelques lignes encore cette année de douce noire aussi. Avant c'était un roncier ici.
Donc il y avait 50 cm de ronces et les lapins étaient bien, ils étaient couverts dessous. La douce noire, c'est un plant qui a été réinscrit au catalogue des plants autorisés au niveau viticole. En fait, qui était un des 3 cépages rouges savoyards qui composaient les vins rouges à une époque avec la mondeuse et le persan. Là, on met 250 pieds de persan ce matin. Et hier, on a dû mettre 170 pieds en tout de douce noire. On avait quelques altesses aussi à compléter, enfin à peu près. Donc on a un peu plus aujourd'hui. Et c'est des pieds d'altesse, donc on a fait ce qu'on appelle la roussette de Savoie. Nous, on n'a pas le droit au nom. Ici, on est en IGP, et donc en fait, je crois que la roussette, c'est réservé aux AOP uniquement, en Savoie. Il y a un autre exemple très important au sud d'Italie, un cépage formidable qui s'appelle Fiano, il Fiano. C'est un cépage du sud d'Italie, della Puglia e della Campania soprattutto. Et il y a pas plus de 30 années qu'il a été remis en culture et on a retrouvé effectivement 2, 3, 4 cèpes. Et aujourd'hui, c'est un cépage qui donne des vins extraordinaires. Dans l'Antiquité, c'était un vin qui était très apprécié, par exemple, j'ai beaucoup de plaisir de le rappeler, da Federico II di Svevia, qui venait nommer lo Stupor Mundi. C'était une personnalité très importante et il appréciait beaucoup cette Fiano. Et aujourd'hui, on l'a remis en culture, on fait des vins qui sont extraordinaires. I caprioli prediligono varietà molto succulente, soprattutto il moscato. Noi abbiamo alcune piante, alcuni filari di moscato sotto che sono completamente defogliati e i caprioli hanno mangiato tutto, quindi quest'anno non raccogliamo assolutamente niente. Questi sono i problemi con i quali i viticoltori di montagna devono rapportarsi tutti i giorni, con la fauna selvatica, i caprioli in primavera, in autunno con i cinghiali e con i tassi che mangiano l'uva, per cui noi qui siamo assediati, siamo in un territorio di guerra. Il Giaglione caratteristica per la forte pendenza che ha e per l'ottima esposizione. È una zona storica di vigneti che abbiamo recuperato rifacendo i muretti a secco, risistemando i terrazzamenti. È una zona che valorizziamo anche dal punto di vista turistico, perché è vicino al centro aziendale, vicino alla cantina, quindi è uno dei vigneti da far visitare ai turisti. Coltivare qui significa continuare tradizioni molto antiche, significa mantenere il territorio in ordine, quindi evitando frane e quant'altro, però per noi è un grosso sacrificio. Quindi è sicuramente in un'ottica, diciamo così, di passione che lo facciamo, soprattutto di passione. Sì, confermo, devo dire che così, se vogliamo, facciamo anche un lavoro che non è riconosciuto, però serve all'ambiente, nel senso che una montagna coltivata, sistemata bene, è anche un bel lavoro per il turista, quindi per l'ambiente. Je sais pas s'il passe aussi là. Il passe là? Non, pas ça. Non, il passe pas. Il passe pas. Il passe pas, c'est poussé. Bougez pas. Qui a Giaglione, tra l'altro, come diceva Giancarlo, ci sono molti vitigni autoctoni tipici della Valle di Susa. Sono vitigni su cui la viticoltura odierna ha puntato molto per ottenere un vino molto caratteristico che si possa ottenere e consumare solo qua in Valle di Susa. In Alta Valle c'è un bacino di utenza importante perché ci sono le stazioni sciistiche invernali,
dove potenzialmente si potrebbe vendere molto vino. E stiamo cercando di capire come si evolverà anche la situazione in valle legata a un progetto del treno ad alta velocità del Lione-Turino, anche perché queste zone e le zone di Susa dove abbiamo noi l'azienda verrebbe direttamente coinvolto dal progetto, e molti terreni sui quali ci sono le nostre vigne verrebbero comunque distrutti per fare spazio ai cantieri. Quindi e poi anche dal punto di vista dell'immagine della valle, il vino è un prodotto della terra. Un prodotto della terra deve essere sano e deve essere coltivato in un ambiente possibilmente poco inquinato. Questi cantieri sicuramente l'inquinamento lo porteranno. C'è chi dice no, c'è chi dice sì. In ogni caso qualcosa cambierà qua in Valle di Susa. Per cui stiamo anche almeno per quanto ci riguarda, stiamo anche aspettando di vedere che cosa succederà per investire ulteriormente in Valle di Susa. On a eu dans le passé mélange des cépages, mais aujourd'hui, c'est une idée pour avoir la typicité, chaque zone doit avoir des cépages qui sont uniques dans la zone, à mon avis. Et c'est le contraire des cépages internationaux qui sont des grands cépages, des cépages très importants, mais non, donnent des veines, comme on peut dire, qui portent à une globalisation du vin. On est dans le département de la Lozère, 2 producteurs de vin. Autrefois, il y avait des vignes partout ici, c'était l'activité principale et tout avait disparu. Et en fait, depuis les années 2000-2003, il y a eu la volonté de réimplanter des petits vignobles en Lozère pour essayer de redynamiser cette petite filière vin, quoi. Recréer des paysages aussi, puisque tout était abandonné, et refixer des gens dans des endroits où la désertification s'est faite importante, quoi. L'origine du projet, j'étais au conseil municipal d'Ispagnac en tant qu'adjoint à l'urbanisme, et donc c'était pour lutter principalement contre une urbanisation sauvage des coteaux. Donc je pensais qu'il valait mieux installer un agriculteur, enfin un viticulteur, plutôt que de faire des plans d'urbanisme qui, dans la durée, n'ont pas la même tenue, quoi. Je travaille au Parc national des Cévennes et j'avais à l'époque des paysagistes, des stagiaires qui étaient de l'école de Versailles et qui ont fait leur projet de fin d'études sur la remise en culture des coteaux d'Ispagnac. Voilà. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, mais bon, ça a été une aide assez importante pour trouver des financements. Parce que les financements, on les a trouvés sur le côté paysager au départ, plutôt que sur le côté agricole. Il y a deux classements. Donc, il y a le classement grand site des gorges du Tarn. Ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà d'un petit moment. Donc notre vignoble est dans ce site, si vous voulez. Et puis depuis l'an dernier, il y a le classement au patrimoine de l'UNESCO, effectivement. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans le village qui avait fait des études en œnologie et viticulture, donc qui nous a bien aidé techniquement sur le projet. Et après, on a fait un appel à candidature et on a retenu Sylvain qui est là, qui nous a paru quelqu'un de bien et qui l'a confirmé par la suite. C'est une production qui a été abandonnée et donc qu'elle soit relancée, que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne le faire. Il y a eu beaucoup d'interrogations au début, notamment la plus grande, comment on allait faire du bon vin ici alors qu'avant c'était pas réputé du tout pour être du bon vin. Après, il s'avère que c'est un très très beau terroir et que finalement, si la vigne s'est arrêtée, c'est plus parce qu'il n'y a pas eu une adéquation entre ce que demandait le consommateur et avec la production qu'il y avait ici, puisqu'il faisait essentiellement du vin de table.
si dans les années 70, quelques vignerons avaient travaillé différemment, pris d'autres cépages, il y aurait eu toujours de la vigne. Moi, je suis originaire de Savoie et c'est le hasard qui m'a amené ici. C'est-à-dire que j'ai travaillé 3 ans dans les Côtes-du-Rhône septentrionales, sur Côte-Rôtie et Condrieu. Et comme j'étais en phase de vouloir m'installer, on a pris contact. Et c'est suite à ça que après plusieurs rencontres, que j'ai pu m'installer ici. Donc au début, il n'y avait rien, donc on a commencé par défricher, replanter. Et puis donc ça s'est déroulé chez moi de 2003 à 2006, on va dire. Et en 2007, on a créé la cave. Ces vignes-là, c'est les premières que j'ai plantées, donc elles ont 10 ans. Tous les propriétaires sont réunis en association foncière agricole et moi je suis locataire de l'association. Donc j'ai des collègues qui sont installés en 2006, donc on est deux structures viticoles là sur la commune, donc 2 structures viticoles sur la Lozère. Et je pense que ça serait intéressant qu'on puisse aussi continuer à installer des jeunes ici. C'est-à-dire que quand on regarde l'environnement, là, il y a quand même beaucoup de parcelles qui sont en friche. Et si la production permettait d'installer des jeunes, c'est du territoire qui s'ouvrirait. Le vin, il ne représente pas qu'un liquide, il représente aussi un pays, un paysage, des valeurs. Et donc je pense que c'est le tout qui donne de la valorisation au produit. Donc, moi je suis plutôt dans cette philosophie. Donc, quand on voit comment c'est planté, quelqu'un qui boit du blanc d'ici, il ne va pas lui rester que le goût du vin. Il va lui rester aussi l'image de la vigne, l'image des murs, l'image du pays. On a des cépages particuliers dans des zones particulières. Alors, en Italie on dit Brunello, c'est un cépage di Montalcino, de la zone. On dit Aglianico, c'est un grand cépage del Vulture. On dit Greco di Tufo. Et sont des choses Nero di Troia. Et c'est un primitivo di Gioia del Colle. Et c'est une question importante qui donne une originalité très importante au vin et aux produits italiens. Et si on parle par exemple aussi de la Savoie, vous voyez que ce sont des variétés particulières, la mondaise par exemple, qui sont uniques de ce territoire. Et c'est la chose qui, je pense, qui est très importante pour le futur. Cette liaison entre un cépage particulier qui donne des produits originaux typiques dans des zones particulières. Alexis. Bon, les nouveaux là, qui viennent d'arriver, vous avez le droit à casser la croûte. Un bout de pâte. Prenez un bout de pactum. Vous l'avez fait? Ah bah non, vous l'avez pas fait. Imagine. Non, on n'a jamais fait la mondeuse en bas. Alors là, la partie haute de l'église, c'est pratiquement que de la mondeuse. C'était une plantation qui avait été déclarée en mondeuse à l'époque. Et la partie basse, vous me disiez qu'il n'y avait rien du tout. En fait, il y en a une petite moitié de mondeuse. La partie basse, à côté de la route, tu veux dire? La mondeuse, ça fait des grappes qui sont assez lâches. Et c'est de la mondeuse, c'est des pieds de mondeuse qu'on a plantés il y a 7 ans. Donc là, de ce côté, ce sont des jeunes pieds. Ils sont bien vigoureux et ils sont bien traités. Ils sont bien vigoureux, ils donnent bien du coup. Mais on égrappe au mois d'août, on enlève des grappes régulièrement. Sur ces pieds pour qu'ils ne soient pas trop chargés et que, voilà, que les grappes après puissent être belles. Sur ces cépages, sur ces pieds, on a des grappes qui sont assez aérées, donc on n'a pas trop de pourriture
qui s'installent. Et cette année, on a eu globalement que de la belle vendange. J'ai des coins de Et après, vous venez à la Pouillère. Avec la voiture, on peut passer là. Tu passes là-bas, tu côté tout droit, puis ça revient, mais Jean-Marc. Cette parcelle-là, alors, qu'est-ce que c'était avant? Alors, c'est une parcelle avec plusieurs cépages mélangés, parce que les gens aimaient à mélanger leurs cépages pour avoir un vin typique. Alors, dedans, il y avait par exemple de l'alicante. L'alicante qui est un cépage teinturier. Quand on le presse, il est déjà rouge à la presser. Donc là, ils avaient de la couleur avec ce cépage-là. Il y a le 54, 55 qui donne beaucoup de jus, donc ça c'était intéressant aussi pour eux. Il y avait de la mondeuse, parce qu'il faut avoir de la mondeuse quand même, c'est important dans la région. Des raisins de table, parce que les vignerons sont gourmands. Et puis d'autres hybrides, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de traiter beaucoup, voilà, 18 000, 26 000. Il y avait des cépages aussi anciens, comme la douce noire. On a de l'étraire de la Duy aussi, pas dans cette parcelle, mais un peu plus haut. Enfin voilà, on a vraiment un gros mélange de cépages dans certaines parcelles. Lorsqu'on replante, on fait une unité uniforme, je veux dire, et c'est mieux à ramasser. Le propriétaire n'avait pas qu'une vigne. On craignait la grêle. Alors souvent, il grêlait dans un secteur et pas dans l'autre. Alors on avait, en principe, je pense à ma famille, on avait une vigne par exemple au coup de tête, une au Plantet, l'autre à Mallet, c'était très loin les unes des autres, si bien que quand ils grêlaient dans un secteur, on gardait quand même les autres. Je crois qu'en 1730, il y avait 150 hectares de vignes, et il y a une dizaine d'années, quelques années, il n'y avait plus que 2 hectares. Donc ça a tout disparu, c'est curieux, rapidement. Maintenant, il y a peut-être un peu plus de 2 hectares à cause des bacheliers, ceux qui rassemblent le vignoble, ils doivent dépasser les 2 hectares. Mais voyez le changement. Un bon volume. J'ai pas de S. C'est normal, bien qu'avec ce mois, on va encore faire de main. On va tomber sur entre 15 et 17 hectos de jus au final. J'ai mesuré, on est à 10,6 degrés. Voilà. Donc pour la mondeuse, c'est pas mal parce que la mondeuse, c'est jamais très sucré. Vous êtes sérieux? Au moment, Petit goutte de quoi? Ça, c'est des copines en Si on a les mêmes cépages et le choix de cette même cépage dans des différentes zones, c'est-à-dire des clones qui viennent d'une zone, d'une autre, du même cépage, on a trouvé des DNA différents. Alors, la typicité a aussi une base scientifique. Ce terrain-là, c'était comme à côté, quoi. C'était de la forêt, de la friche. Donc on a entièrement restauré, remis en état le terrain, donc coupé les arbres à la hache, déraciné à la pioche, puisqu'on travaille entièrement manuellement. On a choisi en fait les lieux vraiment historiques où la vigne était la plus présente et où les traces historiques et la mémoire aussi collective nous disent que le vin était le meilleur. Donc il y avait le coteau là d'Hermillon, entre Hermillon et le Châtel, il y avait Saint-Julien où il y avait plus de 200 hectares de vignes, c'était la capitale viticole de la vallée. Et puis Saint-Jean, le coteau de Bonne-Nouvelle, au lieu dit Le Prinçant,
qui est l'endroit originel et où est né, enfin, d'où vient le cépage persan. Nous voyons ici la chapelle de Bonne-Nouvelle et le vignoble de Prinçant, et surtout qui se poursuit nettement au-dessus. Vous voyez, pratiquement tout le coteau qui est vers nous là était planté de vignes. Et aujourd'hui, bon, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'une partie a été complètement gagnée par la forêt, hein, qui a repris ses droits, peut-on dire. Et on voit bien quand même ces vignobles dans toute cette zone. Mais effectivement, tous ces coteaux étaient couverts de vignobles. C'est quoi, c'est des maladies? On descend doucement. Aujourd'hui, c'est les vendanges. Voilà, c'est la récompense d'une année d'efforts. Donc on vendange une parcelle de persan. Donc le cépage un peu emblématique de la Maurienne, hein, qui a été replanté en 2008. Voilà, donc on fait ces vendanges avec les salariés de Solidar, bien sûr, mais là on a également un renfort de poids avec l'école maternelle du Châtel qui est venu prêter main forte. Donc voilà, c'est un petit moment privilégié, sympathique, quoi. Attention de ne pas glisser. Allez, vas-y, elle glisse, c'est bon. La démarche de Solidar, c'est une démarche de développement local, hein, en permettant des personnes en difficulté de trouver leur place, de retrouver une place sur le plan professionnel, social, etc. Tout le monde a posé son sécateur. Et est venu s'ajouter à cela le projet Vinalp. Donc ici, on n'est pas concerné par Vinalp à Hermillon, mais sur Saint-Julien. Donc avec l'installation d'un vignoble, collection, conservatoire des cépages de l'arc alpin. Après, on descend un petit peu dans la vigne, là, on remonte, on va jusque vers le cabanon, et puis après c'est tout le sentier balcon qui longe tout le long, qui arrive là, qui rejoint la petite maison là. Si à terme dans cette maison il y a une petite exposition, dégustation, enfin voilà, ça fait son intérêt. Et on était là et on se disait que là, on réserverait bien une petite zone aussi pour un point d'attraction, soit une œuvre d'art, soit voilà, pour casser cette longue ligne droite, qui a un pôle d'intérêt ici intermédiaire. Puis ça fait la séparation entre, entre ce qui est planté. Et puis, donc de quelle nature à voir, ça dépendra de certains disaient on pourrait mais il faut réserver le terrain. Voilà, réserver, c'est pour la plantation. Voilà. On l'a pour. À Saint-Julien, le terrain, c'est une association foncière pastorale, donc c'est des terrains privés. Il y a des terrains communaux, on a commencé sur des terrains communaux, puis ensuite c'est des terrains privés, mais rassemblés au sein d'une association foncière pastorale. Saint-Martin, ici, quoi. La casse, le vignoble. C'est extraordinaire. Ici, c'est du terrain communal, mis à disposition par la commune. On leur cède 10% de la récolte, transformée en vin, c'est-à-dire 10% du vin produit. Voilà. Et à Saint-Jean, l'association a acheté ses propres terrains. Voilà. Donc 3 communes, 3 situations foncières différentes. On a proposé aux collectivités de remettre de la vigne en Maurienne. Ensuite est venu se greffer le projet Vinalp. Donc il y a une dynamique qui s'est créée autour de cette idée de réintroduire de la vigne. Et voilà, donc maintenant, l'étape suivante, qui serait formidable, ce serait qu'un vigneron s'installe sur Saint-Julien, par exemple, parce que là, il y a un potentiel foncier, il y a de la place. Et là, vraiment, on aurait réussi notre pari, quoi. Redonner un élan à la culture viticole. Parce que la Maurienne, s'il n'y avait pas eu l'industrialisation, et puis l'histoire qu'elle a connue, quoi, et la disparition de la vigne, je pense que la Maurienne aurait été un grand territoire viticole alpin, quoi, parce qu'il y a vraiment le potentiel, un peu comme le Valais, quoi. Il y a le potentiel à la fois climatique, même si aujourd'hui, on ne le vérifie pas vraiment, mais géologique, il y a toujours du vent, donc c'est excellent pour la vigne parce que ça sèche et ça évite le développement des maladies. Les grains sont toujours entiers. Ah ouais. Ils sont quand même bien cuits. Hein. Ouais. Ça. Mais si tu les goûtes, d'ailleurs, c'est marrant. C'est pratiquement c'est sucré comme pas au premier jour, presque, mais. Ah oui. Hein, comme au jour de la vendange. Hein. Ah ouais. Ouais, donc le sucre est toujours là. Ah bah ouais, en partie au moins. Ouais. Vous me mettez par là? Tout ça? Là? Ouais. Excusez-moi.
Notre problème à nous, c'est qu'on a un petit pressoir et que la totalité de la vendange ne pourrait pas rentrer dans le pressoir, c'est pas possible. Donc on est obligé au moins au démarrage de fouler doucement pour éviter de trop abîmer les rafles, de façon à ce qu'on puisse incorporer la totalité de la vendange. Voilà. Il a une belle couleur par contre. Hein. Oui. Plus que l'année dernière, non? Peut-être, c'est pas possible. C'est toujours intense à mon goût. Est-ce que Bernard, tu vois que c'est à peu près égalisé là? Oui, pas mal. Il y a tu appuies un peu sur le centre vers la vis. Tu vois rien en fait. Oui, mais là, voilà, comme ça. Le manteau va faire le nécessaire. Hein. Et puis le reste, c'est bon, c'est terminé. Tu peux descendre. La Chine peut faire des choses merveilleuses, mais c'est impossible pour la Chine d'avoir les paysages viticoles que nous avons et la culture vitivinicole, non, qui est typique de la France, de l'Italie, des autres pays, des anciens pays de viticulture. C'est les paysages et la culture. Cet après-midi, on est en train de récolter donc, le Grand Marétel, plutôt en vendange tardive, c'est-à-dire que ce sont des raisins qui sont arrivés à surmaturité avec une qualité, je dois le dire, assez exceptionnelle pour le millésime 2013. Alors il y a un peu plus de 10 ans maintenant, cette parcelle était en friche en totalité. Et c'est seulement fin des années 90 que nous avons repris à la friche donc ces territoires d'exception. Voilà. Alors là, je pense que Didier va vous montrer le côté culture maintenant. La préparation du terrain. Allez, les plans. L'année passée, 80% du vignoble donc, a été planté pour ceux qui avaient des plans et des droits. Et puis là, cette année, ça va tous planter ce qui reste. C'est un nom, votre routine, hein? Une viruna. Une quoi? Viruna. Viruna. C'est vrai que ce coteau a connu ses difficultés. Il y a eu des périodes difficiles, la période du phylloxéral, la période de la guerre de 14-18, où les jeunes donc, sont malheureusement partis donc, durant cette guerre. 20 jeunes sont partis. Et on a constaté l'abandon à cette époque de toute la partie haute du coteau. Le coteau repart de bon pied et nous sommes aujourd'hui soulagés de voir donc, ce coteau prendre les dimensions qu'on souhaitait leur prendre. Ce que vous avez replanté ou reconstruit par rapport à l'histoire, ça correspond à quoi par rapport à la production de Jonjus? Alors, le coteau de Marétel, c'est 10 hectares supplémentaires. D'accord. Et en production, si on fait une cote de l'ordre de 40 à 45 hecto-hectares, donc c'est pas ce qui va inonder le marché. 500 hectos de plus. Mais en termes d'image, de qualité, on est sur un site, je dirais, exceptionnel. Et c'est là qu'on a pu déjà et qu'on va continuer à communiquer sur le produit. Le coteau de Marétel a toujours été un vignoble hautement réputé. Et réputé par la qualité de son produit, l'altesse qui s'exprime véritablement dans ces territoires à éboulis calcaires, des rendements relativement faibles, 35 hecto-hectares, les bonnes années on arrive péniblement à 40-45 hecto-hectares, une qualité largement reconnue en toute période de notre histoire. Là, on va redescendre de ce côté. Alors nous avons constitué une association syndicale autorisée, donc qui s'appelle des coteaux Jonjus-Marétel, qui fonctionne encore aujourd'hui et qui a pour but la réorganisation et la restructuration des vignobles et en même temps à la lourde tâche de l'aménagement hydraulique et la gestion hydraulique. L'audace que les vignerons ont eue, c'était véritablement d'investir massivement sur ce coteau difficile, entre 50 et 60% de pente. Nous avons arraché des vignes dans d'autres secteurs et nous avons repris les droits de plantation dans ces secteurs pour les réimplanter sur les terroirs de Marétel. Des jeunes se sont installés avec des droits à produire qui, au final, a permis donc d'implanter la totalité du coteau. Ça a tiré par le sucre? Nous avions une obligation, c'était de respecter à la fois l'environnement,
respecter également la qualité paysagère de ce coteau. Et je crois que les travaux qui ont été réalisés n'ont en rien nui à l'image qualitative de l'environnement et des paysages. Et je dois dire que c'est aussi là très pertinent de conserver cette organisation, cet outil, parce que c'est véritablement les viticulteurs eux-mêmes qui travaillent, qui continuent à penser, qui continuent à réfléchir. Et pourquoi pas, si demain nous en avions l'autorisation, pourquoi ne pas continuer à développer ce coteau de Marétel? Parce que nous avons encore un potentiel de 4 à 5 hectares pour lequel, pour ma part, il serait judicieux de réfléchir d'une manière collective si on veut continuer à réimplanter de la vigne. Tout ce qui est passé, c'est toujours très beau. Aujourd'hui, on met en bouteille la Mondeuse. C'est le dernier vin de la saison dernière, enfin de la saison 2011. Il a passé pratiquement une année en cave et donc on le met en bouteille après tous les autres. Voilà, on pense que c'est important de le garder en fait pour l'élevage, ce qu'on appelle la partie élevage, dans notre cave au moins pendant un an. Voilà. On le met aussi en bouteille, enfin nous-mêmes, parce que c'est un vin qu'il est possible de mettre en bouteille en fait soi-même. C'est pas voilà. Autant le blanc, les rosés, c'est plus délicat et on le fait faire par un prestataire au mois de mars. Autant celui-là, ça ne pose pas de problème. Depuis le début, on travaille comme ça et ça a toujours bien fonctionné. Donc dimanche soir, quand on aura terminé les dernières bouteilles, on sera, je pense, apaisé quelque part. Hein. Voilà. Un petit peu comme après les vendanges, quand on a tout rentré en fait dans les caves. Aujourd'hui, les droits de plantation sont réglementés en France et la superficie de vigne ne doit plus évoluer. Donc quand on veut planter une vigne quelque part, il faut en arracher une vigne à un autre endroit pour récupérer les droits et transférer les droits. Parce que moi-même, je n'avais pas de droit en portefeuille dans mon exploitation. Donc j'ai été obligé de demander par l'intermédiaire de France Agrimaire des droits de plantation supplémentaires. Donc on est en train de terminer une plantation de Chignin-Bergeron qu'on a commencé il y a déjà 3 ans. Donc pour cette partie-là qui représente à peu près 50 arts, j'ai obtenu des droits de plantation par transfert et ces droits sont valables 3 années. Donc il faut à tout prix que je termine cette plantation cette année, sinon je perds les droits. Ce que l'on peut dire, c'est que le vignoble savoyard en général, pas spécialement celui de Chignin-Bergeron, le vignoble savoyard progresse depuis l'accession à l'AOC. Donc l'AOC c'est en 1973, nous sommes en 2013, ça fait 40 ans maintenant. Et depuis cette période-là, le vignoble, le savoyard, a atteint sa surface de 2200 hectares actuellement, qui était en 1973 à 1600 hectares. Donc on peut dire que sur les 40 ans de l'appellation appellation d'origine contrôlée, vin de Savoie, on a conquis sur des terrains difficiles, les terrains les plus escarpés, les plus qualitatifs pour faire du vin de qualité, on a conquis environ 600 hectares. Notre pari, c'est effectivement reconquérir le niveau maximum où la vigne était plantée au début du XXe siècle. Et là, ça serait une altitude de 450-480 mètres avec des pourcentages de pente qui vont frôler les 75%. Mais là, c'est de la viticulture pratiquement de l'extrême. Et je fais le pari que dans les 10-15 ans qui viennent, vu les nouvelles générations et la motivation des nouvelles générations, je suis sûr que le vignoble, sur les crus prestigieux, Chignin-Bergeron mais aussi Marestel, va reconquérir encore la pente et va atteindre la limite qu'il atteignait il y a un peu moins d'un siècle. Dans le vignoble de Savoie, pour moi, il y a 2 philosophies. Il y a une philosophie AOC, donc sous signe de qualité, où là, on travaille avec une cartographie de nos sols, une délimitation de nos zones de production, avec un cahier des charges de production qui évolue peu ou pas. En parallèle de ça, il y a aussi des vignobles de reconquête en Savoie. Et là, c'est plutôt des vignobles qui sont orientés sur de l'ampélographie. Et on retrouve sur ces vignobles qui se plantent depuis 10 ou 15 ans,
qui ne sont pas sous signe de qualité, je le répète, qui ne sont pas en AOP. On arrive à avoir des vins qui sont issus de cépages anciens, qui sont disparus de la Savoie et qui ont des qualités très intéressantes. Et nous, au niveau des vins de Savoie, ces cépages, même s'ils ne sont plus produits actuellement, sont encore autorisés dans nos décrets d'appellation. Soit ces cépages, on pourra les replanter dans la zone de production de vins de Savoie, soit après on pourra faire des démarches sur des exploitations dans ces zones-là. Mais pour le moment, on n'en est encore pas là. Donc on peut dire que la limite de la plantation de la vigne en Savoie, c'est le marché qui le fait, c'est la valeur qui fait la réussite des exploitations et donc la pérennité de l'activité viticole. Si je bois un champagne, je vois aussi avec les yeux la zone de Champagne, non? Si on boit de la mondaise de la Savoie, on boit la Savoie. C'est là. On ne peut pas avoir de champagne qui est dans un signe et voir la Champagne. Ou les Valpolicella et voir les collines de la Valpolicella. Alors, les vins, l'important, c'est les cépages, la zone et la culture. Les marchés, ici, bon, les gens viennent se fournir ici, mais c'est très important sur les marchés extérieurs de se faire connaître. Et après, les gens viennent chez nous. Beaucoup de personnes ont été rencontrées, ont été contactées sur des marchés, et du coup, après, viennent se servir directement de Sarto. Ça marche. Comment es-tu, mon grand? La forme? Donc Aiguebelle régulièrement parce que c'est un marché, c'est le marché de chez nous. Oui, on a vu même une libellule. Une libellule, et puis des abeilles aussi, non? Qui viennent boire. Ouais. La Rochette, Albertville, et puis une AMAP, une ruche qui dit oui pour l'instant, une deuxième est en construction, et puis surtout notre magasin à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, un magasin de producteurs. La ruche qui dit oui, c'est quoi ça? La ruche qui dit oui, c'est un concept qui a 1 an et demi. Les producteurs proposent leurs produits à des personnes par internet. Et les personnes commandent. Il n'y a aucun contrat entre les clients et les producteurs. Et par contre, il y a des jours de livraison. Donc nous, on sait en producteur qu'il faut préparer tant de bouteilles pour tel jour, pour le mardi. Et puis les personnes viennent chercher leur panier ce soir-là. Voilà.